Bien le bonsoir à vous, nous sommes le jeudi 7 janvier 2021. Merci de votre fidélité, on y va pour le sommaire. L'épilogue d'une audience de 5 heures pour Yogida Sorminaden dans le box des accusés, hué une nouvelle fois quand il apparaît sur le dallage gris de la New Courthouse. La foule à distance n'a pas caché sa colère. Port-Louis a vécu une nouvelle journée sous haute tension. Retour sur cette comparution mouvementée dans un instant. Bilan de la journée, 2 arrestations pour non-respect des directives de la police. Un homme et une femme ont été embarqués par des forces de l'ordre. Les policiers étaient armés. La private prosecution n'est pas finie, elle reprend mardi prochain. Ce matin, l'avocat de Yogida Sorminaden, maître Mamad Alim Bokos, devait affirmer que l'affidavit juré par la veuve de Subramanian Kisnen est une procédure qui n'existe pas dans la loi, un monstre importé du royaume des Avengers. La veuve de Subramanian Kisnen dit être confiante que la vérité va triompher bientôt. Elle s'est adressée à la foule venue la soutenir. Dans le reste de l'actualité, une femme agressée au sabre à Moka. Elle est admise aux soins intensifs de l'hôpital G2. Et puis les footballeurs locaux craignent que leur sport soit une nouvelle fois sacrifié. Restrictions budgétaires obligent pour la fédération. Le capitaine du club M, Kevin Jean-Louis, se fait le porte-parole des joueurs. Il explique ce soir leur appréhension. Une journée comme rarement pour lui aura vécu. Des snipers sur le toit des bâtiments, la police anti-émeute, armée jusqu'aux dents, blindés, les éléments du groupement d'intervention de la police mauricienne aux aguets, toutes ces unités mobilisées pour la comparution de Yogida Sorminaden dans le cadre de la private prosecution logée contre lui par la veuve de Subramanian Kisnen. Deuxième comparution du ministre, cette fois il a été dans le box des accusés. Un fort déploiement qui a choqué plus d'un. Les artères principales qui devaient être bloquées ne l'ont pas été finalement. Mélanie Clémentine Juliette, Alkiz Ramdin, Salim Sheikh Daoud et Ali Nomi Bokos au reportage. Madame, de la caméra. La police était bien déterminée à éviter la moindre incartade. Cette femme a été arrêtée car elle refusait de se tenir en dehors du cordon de sécurité et pour n'avoir pas porté de masque en public. Depuis 8 heures ce matin, les artères principales de Port-Louis étaient barricadées, des blindés de la police à chaque coin de rue. Le groupement d'intervention de la police mauricienne, qui est de sortie que dans des situations de crise, était aux avant-postes. Sur les bâtiments, des snipers. Une démonstration de force qui a été dénoncée par des avocats et travailleurs sociaux. Non seulement j'ai été choqué de voir le dispositif militaire, les véhicules militaires, les blindés, mais aujourd'hui c'est un jour très triste pour la République. 28 ans de pratique comme avocat, je n'ai jamais vu quelque chose pareil. Les manifestants ont quand même donné de la voix pour dénoncer la force policière. Pour eux, le ministre a bénéficié d'un traitement particulier. Je suis venu pour soutenir un avocat qui fait la guerre contre l'injustice. L'église, à côté ouvert 6h du matin, n'importe qui est du monde à prier. Et je ne fais ça à l'église. Le citoyen engagé Bruno Lorette, qui est à la base de la grosse mobilisation dans la capitale le 29 août 2020, était lui aussi de la partie. Et moi, je dis à le commissaire de police, moi j'espérais jour où pour bien passer la cour, qu'il mette même des plans à moi qui moi, parce que moi aussi je considère man mauricien comment M. Sorminaden peut passer la cour. Rarement aura-t-on vu autant de policiers armés pour une comparution d'un ministre. À la fin de l'audience, les avocats de Mme Kisnen, qui se font appeler les Avengers, ont bravé les interdictions et se sont adressés aux manifestants. Le procès n'est pas fini. Nouvelle comparution du ministre Sorminaden mardi prochain. La police aura de nouveau du pain sur la planche. 2 arrestations après cette journée. Didier Picon, un quinquagénaire, il ne se tenait pas dans la zone appropriée aux alentours de la New Courthouse. Il a été embarqué pour être interrogé. Ensuite, ce fut le tour d'une femme, une habitante de Terre-Rouge, qui voulait absolument se faire entendre en tant que mauricienne et affirme qu'elle avait le droit d'être dans la rue. La police a fini par l'emmener au poste de police de Popénessi pour son interrogatoire. Keshwini Bundou a pu rentrer chez elle par la suite. Elle s'est confiée à Mélanie Clémentine Juliette. Je ne m'étais qu'est-ce moi. Je tombe malade parce qu'il y a une fausse moi ici pour me rentrer devant.
je ne batte moi danseuse là, dans mon ventre là, après je baisse ma faux, je pousse ma pour me rentrer dans la savane là. Après ça, les bananes pour moi pour aller dans Simien, je prends les bras là, je battre, après je prends moi, je touche moi. Je vais toucher ma mobile, j'ai un problème liquide, moi je suis malade. Après ça, je l'amène à l'hôpital. L'hôpital, je m'almette, je m'almette parce qu'il fait tout mon traitement, les dos. Je vais signer la banane, à ma station ici. Je me bien. Là, je reviens faire mon longuette. Parce que je me mets une question. Pas de faire des mal, des noyés, je me suis dit, là-bas tranquille. Je ne pas le coquin, je ne pas la crise qui je ne pas le fait tapaz, je ne pas le zou qui ce qui me dit des bouts là-bas. Après 5 heures d'audience, le ministre a quitté le tribunal sous les huées et les colibés du public. Encerclé par sa garde rapprochée, il a pris place dans sa berline. Aucune réaction du ministre Sormin Aden. Et revenons sur cette audience qui était très attendue. Akiz Ramdine, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. 2 points à retenir. D'abord, le représentant du DPP a réclamé le retrait du procès. Ensuite, les avocats de Yogida Sormin Aden ont affirmé que c'est une procédure qui n'existe pas dans la loi, Akiz. C'est une séance qui a débuté vers 9h50 avec Maître Abdulrahim Tajuddin du bureau du DPP. Dans sa plaidoirie, il a insisté sur sa position initiale lors de la séance précédente à l'effet qu'une private prosecution ne peut avoir une charge provisoire et que c'est seulement quand une arrestation est faite par la police qu'une charge provisoire peut être logée. Puis c'est au tour de Maître Raouf Goulboul, l'avocat de Yogida Sormin Aden, de faire sa plaidoirie. Il devait rebondir sur les arguments du représentant du DPP. Maître Goulboul devait à plusieurs reprises affirmer qu'il n'y a aucune charge contre le ministre du Commerce et que ce dernier est un homme libre et que Shakuntala Kisnen ne peut restrict the liberty of Mr. Sormin Aden. Maître Raouf Goulboul devait aussi dire que Shakuntala Kisnen est en train de se substituer au pouvoir de la police et lâcher ceci à un moment donné à l'égard de la veuve de Subramanian Kisnen, je cite, « Is she the new sheriff in town ?» Maître Ramavala Aden a axé son argument sur le fait que quotidiennement la police procède à des arrestations et loge des charges provisoires. Maître Vala Aden se demande pourquoi un individu ne peut faire le même en logeant une charge provisoire. Ramavala Aden dira que la veuve de Subramanian Kisnen n'a eu d'autre choix de saisir la justice à travers une private prosecution car sa cliente est convaincue qu'il y a eu failure from the organ of the state. Aux alentours de 15h, la magistrate Zinat Kassamali a ajourné les travaux pour mardi prochain à 9h30. Ce sera au tour de Maître Sanjeev Tilakdari et Roshi Badin de faire leur plaidoirie dans cette private prosecution contre le ministre du Commerce, Yogida Sormin Aden. Merci Akiz Ramdine pour ce compte-rendu de séance. Voyons à présent la réaction des avocats de Simla Kisnen. Ils ne s'avouent pas pour autant vaincus. Aujourd'hui, nous sommes dans la cour pour la guerre un point de droit. Un point de droit, mais je dis à autres questions, tiens pour répondre. Tiens pour répondre, est-ce qu'il est capable de rentrer une private prosecution dans la cour pour voir une charge provisoire? C'est la même question qui nous fait commence à discuter aujourd'hui et que nous pouvons continuer à discuter mardi. Il paraît une petite question, mais la discussion là est bien longue. Est-ce que si tu peux mettre sa qualité ressources là pour faire l'enquête de ces bonnes affaires crime-là, qui tu peux arriver? Ou bien est-ce que ça dépend de sa qualité ressources-là pour protéger un ministre? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y a égalité devant la loi? Est-ce qu'il y a pas faire nous meeting quand nous nous faire nous pour annoncer ça c'est nous pour faire. Mais nous pour guetter c'est l'île Maurice les Vénètes. La veuve de Subramanian Kisnen était aux côtés du panel d'avocats, les Avengers, pour un point de presse dans le jardin de la cathédrale Saint-Louis pour cette seconde comparution du ministre du Commerce Yogida Sormin Aden dans le sillage de la private prosecution qu'elle a logée contre le ministre du Commerce devant le tribunal de Port-Louis. Elle s'est dit émue devant le nombre de personnes venues la soutenir. Aujourd'hui, je suis émue, comme je dis, je remercie de toute votre présence. Mais au commencement, je peux gagner un petit peu, mais après, quand M. Ramavala Aden commence à causer mon sentiment un petit peu correct. Mais je connais bientôt, nous pouvons trouver la vérité.
Mobilisation de près d'une centaine de pêcheurs et baignants ce matin de la capitale et d'autres travailleurs côtiers du sud-est devant le ministère de la Pêche. Je vous le disais tout à l'heure, ils réclamaient une rencontre avec le ministre Soudir Modou pour savoir où en sont leurs démarches pour obtenir le reste de la compensation qui leur est due. Le gouvernement avait annoncé qu'une compensation mensuelle de 10 200 roupies leur sera versée en guise de dédommagement après le naufrage du Wakashio, mais ils ont reçu que 3 600 roupies pour l'heure. Le gouvernement nous dispose de ça, après le Wakashio, et finalement, décembre, nous payons 3 600. Sans aucun, sans le parmi de nous qui fait payer nous, qui fait qui n'arrive, qui pas arriver, là, ils ont nous arrêté par vous gagner. Et nous, on pêcher dans le barrière sud-est, nous pouvons ici, pour le ministère qui n'arrive, qui fait payer, qui fait nous arrêter gagner, parce qu'il faut qu'on ouvre la route. Nous connaissons, sans pas ouvrir la route, obligé de payer nous à descendre. Moi, nous, pas ça, ça, BSC, de prendre du temps, vite dans le côté, nous l'homme tout là-dedans. Qui fait gagner pour 20 enfants. Vous pas payer une pour de route, c'est pas si grand, c'est 4 mois. Vous payez la guerre, vous payez une là, vite, vous cassez manger, nous donnons 20 ans. Déjà, la PSDO, nous pas capables à la PSDO parce que la côte nous là-bas, tout le temps, les vanter, la presse nous paye, non, et du là, encore, non, dans la lagon, et encore petit à d'huile, peut-être nous à la pêche. Mais comment nous pouvons faire ça? Nous pouvons sans manger, nous pouvons d'activité. À savoir qu'en décembre dernier, la pêche a été autorisée hors lagon dans les régions affectées par le naufrage du Wakashio. En revanche, l'interdiction de pêcher dans les lagons est toujours maintenue. Écoliers, collégiens et enseignants, tous ont repris le chemin de l'école ce matin. Une rentrée particulière car pour la première fois en janvier, les élèves entament le 3e trimestre de l'année académique précédente. Une reprise jugée stressante et étrange pour certains en raison des examens qui débutent en mars. Christina Lélan a suivi cette reprise des classes dans la région de Quatre-Bornes. À peine sortie du bus avec son sac sur le dos et son livre en main, la rentrée a un goût particulier aujourd'hui, nous confie Diachna, élève de Forme 5. Je dirais que les vacances, c'est passé un peu trop vite. On n'est pas vraiment habitué à rentrer pour la 3e trimestre en janvier, donc c'est très très bizarre. Sa fille traîne des pieds pour cette reprise. Padmini, enseignante et mère de 3 enfants, avoue que ces dernières vacances ont été aussi différentes que difficiles. Ça a été très très court et les enfants ont dû quand même faire des révisions alors qu'on approchait les fêtes et c'était difficile à gérer parce que les enfants n'avaient aucune envie de travailler. C'est les vacances, mais il faut quand même se préparer pour les examens qui arrivent. J'ai 3 enfants et pour les 3 ça a été difficile. L'aîné est en grade 9, il a aussi des examens qui arrivent. Leur faire comprendre que c'est la rentrée, c'est la fin des vacances, ça a été compliqué. Un autre collégien Quatre-Bornais confie avoir eu moins de répit durant ces dernières vacances. Nous révisons beaucoup parce qu'à cause de ce confinement-là, nous rattrapons tout ce qui nous perd, tout ça à congé l'école là. Donc nous avons profité de nous congé bien. Nous avons plus concentré à cause de nous rendre de 3e terme, c'est good. Plus nous avons révisé beaucoup. Pour Tivilène, la rentrée de sa fille a été vécue comme un jour normal. J'aime bien faire parce que je finis de un programme pendant les vacances. Ce que j'ai bien fait, c'est pas, comment dire, les vacances que je peux gagner auparavant, 3e trimestre, qui à la maison, je n'ai rien à faire, à la rentrée que je commencé. Mais par contre, c'est un homework que je suis de autres, pour je prépare aux autres, pour autres rester à la maison. Ça, c'était bien. L'heure est maintenant à la révision pour les examens prévus pour le mois de mars, avril, mai et juin prochain. Autre nouveauté, autre adaptation. Cette révélation de Forbes aujourd'hui, l'opérateur japonais Mitsui O.S.K. Lines et la compagnie pétrolière BP PLC savaient que la quantité de carburant à bord du Wakashio était supérieure à la limite autorisée. Il y avait des inquiétudes à ce propos. C'est ce qui ressort des derniers documents publiés sur le site de Forbes. Après une enquête internationale conduite par plusieurs organisations, dont 4 bureaux faisant partie de Greenpeace. Autre information troublante, cette société aurait formellement bloqué l'enquête sur la cargaison de carburant sur le navire japonais. Une infirmière de 45 ans admise aux soins intensifs de l'hôpital G2 ce matin après une agression sauvage à Bois-Chéri-Moka. La police soupçonne un acte de vengeance. 2 motocyclistes ont approché la victime à sa sortie de son domicile. Sa voiture a été saccagée et ensuite elle a été agressée avec des armes tranchantes. Elle a subi une délicate intervention chirurgicale pendant plusieurs heures à la mi-journée. Son état de santé est jugé préoccupante. L'affaire a été référée à la CID de Moka.
Un avertissement de vent fort et forte houle en vigueur à Rodrigue depuis 16h cet après-midi. Un communiqué spécial de la météo a été émis par la station de Vakwa. En cause, l'effet combiné de l'anticyclone loin au sud-est des Mascareins et de la dépression tropicale Danilo, ce qui occasionnera un temps très venteux sur la région. Des rafales de l'ordre de 90 km/h sont attendues aux endroits exposés. En sport, colère et incompréhension des joueurs de football. Ils craignent que leur sport soit une nouvelle fois victime, faute de ressources nécessaires. Les restrictions budgétaires ont fait que la Fédération de football a reçu une dotation moindre pour cette année financière, ce qui a impacté sur les clubs et les joueurs par ricochet. Kevin Jean-Louis, capitaine du club M, est d'avis qu'il ne faut pas laisser mourir le football. Il en appelle aux autorités pour réagir. Et le football mauricien en deuil, Emmanuel Colette est décédé ce matin, âgé de 20 ans. Cet ancien joueur de la SPL 2000 était promis un bel avenir. Il a rendu l'âme aujourd'hui. Il était attendu pour la reprise des entraînements du club de la capitale. Emmanuel Colette devait faire ses débuts sur le terrain avec l'équipe première lors de la reprise de la Super League. C'était un joueur très appliqué, a déclaré le technicien malgache. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that's in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, or more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.